you could just describe what Carey Price, the human, means to you and your relationship over the last 9 years and how you're dealing with this news, knowing that he's going through something that's... It's been... It's hard. Second question is this, Mark. À 34 ans, Carey Price s'est soumis volontairement au programme d'aide aux joueurs de la Ligue nationale de hockey. Carey Price is speaking out. Et il a fait cette déclaration-là sur Facebook. Il dit, au cours des dernières années, je me suis laissé sombrer dans un état de noirceur dont il m'est devenu impossible de sortir sans aide. Price is the latest high-profile, high-performance athlete to step away from his sport. Il se passe quelque chose dans le monde du sport. Il y a plusieurs grandes vedettes dernièrement qui ont admis publiquement être aux prises avec des problèmes de santé mentale. L'étoile du tennis Naomi Osaka a renoncé à un tournoi majeur pour prendre soin d'elle. La meilleure gymnaste de l'histoire, Simone Biles, a sauté des épreuves aux Jeux olympiques le temps de retrouver ses repères. Carey Price a demandé de l'aide 3 mois après avoir conduit le Canadien de Montréal en finale de la Coupe Stanley. Et c'est pas sans rappeler l'histoire de Jonathan Drouin, qui a révélé souffrir d'anxiété. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le sport d'élite est devenu à ce point toxique qui fait craquer même les plus grandes stars? Puis pour chaque Naomi Osaka, pour chaque Carey Price, il y a combien de jeunes athlètes qui ont abandonné avant d'avoir atteint leur plein potentiel parce qu'ils ont été broyés par la pression? Tu l'as bien connu, tu as été son entraîneur pendant 8 ans. Tu l'as vu atteindre la finale de la Coupe Stanley en juin 2021. Et là, en octobre, il annonce qu'il doit prendre une pause pour prendre soin de lui. Comment tu as réagi? Surpris. Honnêtement, très surpris quand j'ai entendu ça. J'ai fait 7 ans et demi avec Carey ou avec le Canadien. Puis on vit pendant septembre jusqu'à temps les séries finissent. À chaque année, on se voit pratiquement tous les jours. Tu l'avais pas vu venir? Non. Je sais qu'il gardait beaucoup de choses en dedans de lui. C'est un gars qui est très privé et puis qui gardait beaucoup de frustration et puis qui se mettait beaucoup de pression aussi à Montréal. C'est certain qu'en étant un des joueurs les mieux payés de la Ligue nationale, surtout dans un marché comme Montréal, les attentes sont énormes. L'argent aussi, qu'on le veuille ou non, est un facteur dans l'équation qu'il faut considérer. Les commanditaires qui s'associent à des sports ont des attentes. Donc, les attentes sont répercutées sur le club, sur l'entraîneur, sur les sportifs. Avec le résultat que, dans certains contextes, on prend les raccourcis. On ferme les yeux sur certaines choses. Quand tu dis on ferme les yeux sur certaines choses, c'est dans le sens où... Les problèmes de santé mentale dans le sport, ce sont des phénomènes qui sont banalisés. J'avais arrêté l'école, j'avais arrêté de m'entraîner aussi. Puis, je commençais à perdre mes cheveux aussi. Je faisais une pelade tellement que je me mettais tellement de pression. Et j'avais l'impression que ma vie était complètement terminée, là. Des fois, certaines pratiques peuvent être normalisées au bienfait de la performance sportive, où on peut tolérer certaines choses qu'on ne tolérerait pas normalement parce que, on veut atteindre des performances exceptionnelles. J'étais plus capable de prendre ça. Mon corps n'était plus capable. J'ai commencé à avoir des tendinites aux genoux, aux tendons d'Achille. J'ai développé une maladie auto-immune à force d'être tellement dans le stress, dans la dépression, que ça crée de l'inflammation dans mon dos lorsque j'ai des périodes de stress ou des trucs comme ça, puis je paralyse en fait du bas du corps. Ouais. Ça fait mal. Ah, extrêmement mal, oui. C'est près de 70 % des sportifs qui vivent des problèmes liés à la violence psychologique. Puis les conséquences là, pour ces gens-là, elles durent pour plusieurs années. Les séquelles, oui, c'est des troubles alimentaires, c'est des symptômes post-traumatiques, c'est des idées suicidaires, c'est des suicides.
Montador, just 35, was found unconscious at his home in Mississauga, Ontario, early Sunday morning. Later, he was pronounced dead. Parce que, encore une fois, le focus est tellement mis sur la performance qu'on oublie ces choses-là. Je trouve pas ça correct. Applaudit à Price. On va le huer, l'applaudir, et là, il va lever les bras pour leur dire merci. Ça, jamais. Tu sais, les attentes qu'on a envers ces athlètes-là, c'est spécial. C'est vraiment unique. Puis tant si longtemps que t'as pas vécu ça, selon moi, t'as pas le droit de critiquer. Parce que tu comprends pas. Moi, ça m'a déchiré le cœur quand les gens l'ont critiqué. Puis dire, tu sais, il gagne des millions par année, puis, tu sais, il n'a pas le droit, tu sais, prendre de pause, puis, tu sais... Puis je me disais, ouais, mais attendez une seconde, là. Si on fait juste porter attention aux détails de sa vie, ce gars-là. Les playoffs ont fini au mois de juillet, puis à peine un mois après, on est demandé d'arriver au camp d'entraînement. 1 mois de pause. Et en plus, on vient de faire une saison où est-ce qu'on n'a jamais dans l'histoire de la Ligue nationale joué autant de matchs en si peu de temps. Tout le monde est brûlé. Tout le monde. Tu regardes le montant de blessures dans toutes les équipes en ce moment, on le voit, OK? C'est un papa de 3 jeunes enfants. Ceux qui nous écoutent en ce moment, là, qui ont des jeunes enfants, je n'ai pas besoin de m'expliquer en détail. Et en plus, ils jouent dans un marché, Montréal, où est-ce que c'est une religion, puis tu n'as pas le droit à l'erreur. Donc... On est dur avec lui. Pas juste avec lui, mais avec tout le monde, puis particulièrement avec lui parce qu'il est payé gros salaire, puis qu'il n'est pas supposé d'être faible. Mais c'est un être humain comme les autres. 14 ans qu'il joue pour le Canadien de Montréal. Puis là, lui, il arrive finalement à la finale de Coupe Stanley, puis il se dit, là, c'est ma chance. Puis, tu sais, il sait très bien que ça se peut que ça se présente jamais encore. Le Canadien n'arrive pas à gagner la Coupe Stanley. Là, il y a un deuil à vivre. Puis ceux qui n'ont jamais été athlètes de pointe vont jamais comprendre ça. Ils vont dire, oh, ouais, c'est du sport, puis... Non, regarde, c'est la vie de ces gens-là. Il y a une étude qui a été faite il y a plusieurs années passées avec des athlètes olympiques qui leur avait demandé s'ils étaient prêts à échanger 50 ans de leur vie pour une médaille d'or olympique. Est-ce que tu choisirais la médaille ou de vivre longtemps? Puis la majorité avait dit, je préfère gagner une médaille d'or olympique que de vivre jusqu'à 80. Fait que c'est à ce point-là. Mais ça, c'est pas d'une grande tristesse? Pour ceux qui n'ont jamais pratiqué du sport d'élite, c'est difficile à comprendre. Le rêve suprême pour bien des athlètes, c'est d'atteindre les Jeux olympiques et de revenir avec une médaille au cou. C'est un rêve qui peut rapporter gros pour une infime minorité de sportifs. Mais pour les autres, ils sont nombreux à y sacrifier leur bien-être psychologique. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Le gagnant d'Occupation Double dans l'Ouest... Avant de remporter l'édition 2021 d'Occupation Double, Stevens Dorselus a été champion canadien en saut en longueur. Il rêvait d'une médaille olympique depuis sa jeunesse. C'était toute sa vie. Mais son rêve s'est effondré. Après 2 tentatives ratées d'atteindre les Jeux olympiques, Stevens a dû se résoudre à accrocher ses crampons. Il y a quelques années, tu as vécu un épisode de dépression. Peux-tu nous raconter ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est passé en 2016, aux essais olympiques de 2016, que je n'ai pas fait parce que je me suis blessé, malheureusement. 2-3 ans plus tard, j'ai fait un record des Jeux, champion canadien, puis je me retrouvais en Roumanie pour ma préparation olympique en 2020. Puis j'ai jamais été aussi en forme de toute ma vie. Puis je me suis retrouvé aux essais olympiques, puis ce qui est arrivé en 2016 m'est arrivé encore en 2021. C'est-à-dire? Je me suis blessé, j'ai pas pu faire les Olympiques. Ouais. Aïe. Un gros ouch, ouais. Puis c'était une erreur là, que je faisais. Là. C'était quoi l'erreur? C'était quoi l'erreur, right? Le départ est bon. Dès tout jeune, je me suis mis dans la tête que je vais prouver à ma mère que le sport va m'ouvrir plusieurs portes. Puis c'est ce qui est arrivé. J'ai voyagé à travers le monde, j'ai étudié aux États-Unis, j'ai vécu des expériences extraordinaires. Tu as été champion canadien. J'ai été champion canadien. En saut en longueur. Exactement, mais ce que je voulais vraiment, c'est à l'apporter une médaille olympique. Puis je me suis mis cette phrase-là dans la tête pendant aujourd'hui 10 ans. J'avais comme quasiment oublié tout le reste, puis j'étais concentré que sur ça. Puis c'est là que ça peut devenir maladif. T'sais, on n'a pas grandi dans un milieu qui était... C'était un milieu quand même difficile aussi. Je voyais l'impact que j'avais autour de moi, j'aimais ça. J'arrivais à inspirer des jeunes.
Fait qu'il y a 300 milliards de couches de pression, en fait. Ben exactement, c'est ça. Puis une autre erreur aussi que je faisais beaucoup, c'était de pas communiquer mes émotions. C'est la pression que je vivais aussi, je n'ai jamais vraiment parlé. Là. Je faisais comme si je pouvais la gérer, puis je voulais la gérer tout seul. Puis... Il y a très peu de professions qui existent où est-ce qu'on demande à un être humain de pousser leurs limites physiologiques, émotionnelles, psychologiques sur une base régulière. Mais là, c'est la job de l'entraîneur d'écouter ça, puis de comprendre, puis de respecter ça. Puis il y a des fois que c'est respecté, puis des fois c'est pas respecté. Guylaine Dumont avait causé toute une surprise en décrochant la 5e place en volleyball de plage aux Jeux d'Athènes en 2004. Mais son parcours a été semé d'embûches. Quelques années auparavant, elle avait même mis une croix sur son rêve olympique pour se sortir d'un environnement malsain. Peu de temps avant les Jeux, quelques semaines avant les Jeux, tu décides de t'en aller. Qu'est-ce qui te pousse jusque-là à renoncer à ton rêve? C'était la 3e tentative avec cet entraîneur-là. Je l'avais eu sur l'équipe nationale junior quand j'avais 17 ans. Après ça, je l'ai eu de 90 à 91. Puis là, je suis revenue parce que la seule chance d'aller aux Olympiques, c'était en acceptant de revenir jouer pour lui. Je savais que c'était de l'abus. Je pouvais pas le dire peut-être comme ça, dans ces mots-là, à l'époque. Il y avait des joueuses avant moi qui en ont parlé. Il y a eu des pétitions qui ont été écrites pour le faire partir. Avant toi? Avant moi. Et rien n'a été fait? Rien n'a été fait. On commence à être un petit peu plus équipés là, pour gérer les plaintes maintenant. Mais il y a encore du boulot à faire là-dessus. Avec tout ce qui se passe, avec la pression du public, la pression des clubs, les médias sociaux qui s'y mettent. C'est beaucoup à gérer, je trouve, pour un athlète aujourd'hui. Nous, on était prêts à se préparer à compétitionner, à courser, puis là, les résultats sont arrivés, mais on n'était pas du tout prêtes pour 72 heures non-stop d'entrevues à travers le monde. All-Canadian all-sister sweep. I think this is a historic moment for Team Canada and the Dufour Lapointe sisters. Elles nous ont fait vivre des moments inoubliables à Sochi en 2014. 3 sœurs, Maxime, Chloé et Justine, qui concourent dans la même épreuve et 2 d'entre elles qui remportent l'or et l'argent. Après le stress de la compétition, après l'euphorie de la victoire, est venu le tourbillon médiatique qui les a emportées toutes les 3. On se faisait poser à répétition. Qu'est-ce qui se passe avec vos résultats? Puis, on trouvait mille une façon de le justifier autrement, là, mais au final, c'est parce qu'on n'était pas prête à dire, vous savez quoi? Ma mère est très malade présentement, elle fait de la chimio, je sais pas si elle va être là pour voir mes petits-enfants. Encore là, il y avait plein de monde qui doutait, qui jugeait, qui comprenait pas, mais tu sais, on est tous des êtres humains qui ont des besoins, qui ont des émotions, puis on les adresse que peu dans le sport et dans à peu près tout le reste. Puis plus souvent qu'autrement, lorsqu'un athlète va vivre des grands problèmes, tu vas gratter un petit peu, là, puis tu regardes l'encadrement autour de l'athlète. Souvent, il y a des failles. Zoé Duval pouvait aspirer à une carrière olympique après être montée sur le podium au championnat canadien du patinage artistique. Mais il a dû renoncer à ses ambitions pour sauver sa peau, pour échapper à une culture sportive qu'il décrit comme étant profondément malade. L'objectif, c'était quoi pour toi? Les Olympiques. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on veut atteindre parce que c'est comme le but ultime, le plus gros que tu peux aller. Mais il n'était plus question. Tu étais plus prêt à payer ce prix-là. Non, c'est ça. Je pouvais plus écoper de ce que je vivais. C'était rendu à un point trop loin, puis je me perdais en tant que personne. Comment ça s'est manifesté? Ben c'est ça, ça le dit, en patinage artistique, il y a un côté qui est visuel, puis il y a un côté qui peut être beau, tu sais, tout ce qui est danse, port de bras, élégance, puis il y a un côté qui peut être très laid comme la minceur. Ça m'a développé des gros troubles alimentaires. Mais c'est tellement quelque chose qui est répandu que tu te dis, il faut que je sois mince pour performer, puis il faut que je sois mince pour que les gens m'aiment, pour que les gens m'envoient en compétition internationale. Puis je me suis ramassée justement pendant environ
1 ou 2 années à manger une pomme puis un poivron par jour sur l'heure du dîner. Puis pendant ce temps-là, je m'entraînais du 30-40 heures semaine, tu sais. Mais c'est pas tout ce que tu mangeais dans une journée, là. Oui. Ouais, vraiment. Une pomme et un poivron. Ouais. Dans une journée. Mais comment tu tenais debout? Je tenais pas debout. Je tenais pas debout. Je m'évanouissais souvent. Souvent en cachette parce que j'étais pas fier de ça. Puis mes entraîneurs, ils étaient pas conscients d'à quel point je mangeais pas parce que j'en parlais pas. Tu sais, c'est pas une fierté non plus. T'es entouré de plein de gens, d'une fédération aussi qui a des attentes envers toi, puis qui te le fait savoir très, très souvent. Puis la fédération adore les gens minces. Là, on parle de la fédération canadienne? Québécoise. Québécoise. La plupart des entraîneurs aussi vont forcer sur leurs athlètes à diminuer leur poids sans nécessairement bien les entourer avec des nutritionnistes. Ils vont juste mettre ça entre les mains de l'athlète, puis évidemment que l'athlète va arrêter de manger pour perdre du poids parce que c'est la façon la plus rapide de perdre du poids, tout le monde le sait. Je pourrais affirmer avec confiance que la majorité des athlètes en patinage artistique de haut niveau ont des troubles alimentaires. Vraiment, sans aucun doute. Je regarde des fois là, mes cassettes d'enfants que mes parents venaient me filmer à des pratiques quand c'était mes premières pratiques de patin, puis je le vois à quel point je suis heureux, puis à quel point je suis moi-même. Puis je trouve ça tragique de m'être perdu à travers ça, tu sais. C'est 45 des athlètes dans les sports à catégorie de poids qui présentent des comportements extrêmes de contrôle du poids, là. Donc, ce ne sont pas que des diètes qui sont surveillées par des nutritionnistes, mais vraiment des comportements extrêmes. Souvent, les athlètes qui viennent consulter, bien, c'est des troubles alimentaires, troubles anxieux, troubles dépressifs. Puis, le trouble se développe pas nécessairement au moment où l'athlète fait de la compétition à un jeune âge. Ça peut se développer beaucoup plus tard aussi dans sa vie. On gaspille des talents encore. Clairement, on perd des sportifs, ça c'est certain. Puis combien de Naomi Osaka, puis combien de Jonathan Drouin on échappe peut-être à l'heure actuelle? Ça, on le saura jamais, là. Il est temps que ça change, là. Ça peut pas rester comme ça parce que moi, personnellement, si j'avais des enfants, jamais je les enverrais dans un milieu comme ça si c'est encore pareil, tu sais. Qu'est-ce qui doit changer dans le sport, dans l'organisation du sport pour que des athlètes puissent se dépasser à un haut niveau sans y laisser leur santé mentale? Il y a de la formation d'entraîneurs, il y a de l'éducation à faire à l'échelle de tous les environnements sportifs, que ce soit athlètes, entraîneurs, parents, membres des équipes de soutien intégrées, donc physiothérapeutes, nutritionnistes, préparateurs physiques. Il doit y avoir des gens pour écouter ce que les athlètes ont à dire, parce qu'ils en ont à dire, beaucoup. Dans mon cycle vers Sochi, je travaille avec des entraîneurs, Jean-Paul Richard puis Marc-André Moreau, qui étaient quand même très axés sur le bien-être de la personne va faire en sorte qu'on a des bons athlètes. Puis qui m'a amené à travailler avec Jacques Forêt, qui est un psychologue organisationnel, qui venait un peu me rejoindre moi, qui avait peut-être besoin d'un peu de structure dans ma manière de faire les choses. C'est les 2 dernières années, c'est là que j'avais une psychosportive avec moi, puis ça aussi, ça a fait une bonne différence, parce que j'arrivais à réaliser certaines choses, certains patterns, je me posais des questions. Il y a eu une grande prise de conscience de comment je me sentais, comment j'étais. Puis c'était un beau travail d'équipe entre mes entraîneurs, le psychologue sportif, tout le monde se parlait. Puis, bien, au niveau de l'administration du sport, bien, éventuellement, ce serait le fun que le financement, ce soit pas juste dépendant du succès puis des médailles. Qu'une organisation sportive doive démontrer que son environnement est sain pour obtenir du financement et pas juste qu'elle a gagné des médailles. Exactement, qu'elle a contribué au développement positif des individus qui font partie de son organisation. La vérité, c'est qu'il faut être bien pour être bon. C'est la meilleure façon de performer. La plus saine aussi. Puis c'est ce qui va permettre de performer à long terme aussi. Moi, j'ai vraiment vécu comme athlète, puis j'en ai vu aussi des athlètes autour de moi qui ont fait des choses magiques. Tu sais,
juste parce qu'il était heureux. Donc, les équipes qui dépensent des millions puis des millions sur des cas de conditionnement physique, des nutritionnistes, des ci puis des ça, mettez-en là-dessus sur la santé mentale. Qui ont un psychologue à temps partiel. Exactement. C'est un peu déséquilibré. Exact. Fait que mettez-en l'argent là-dessus. Et puis, je suis certain que tu vas avoir des athlètes heureux, qui sont bien. Et puis, ton équipe va gagner. Bon, mais c'est la clé de la Coupe Stanley, du retour de la Coupe Stanley à Montréal. Question piège. Le plaisir doit revenir au centre de la pratique sportive et ça n'exclut pas la performance, pas du tout. Mais il faut, je pense, vraiment revenir à ces valeurs de base. It's not only hockey, I think it's all major sports. But I honestly believe, too, it's in all walk of life. Au départ, c'était des vedettes comme Carey Price, Naomi Osaka ou Simone Biles qui nous ont donné l'impulsion de nous interroger sur la santé mentale des athlètes. Mais aujourd'hui, ceux qui occupent surtout mes pensées, ce sont les jeunes qui ont perdu trop tôt le plaisir de pratiquer leur sport, qui ont décroché parce qu'on les a traités comme des machines, comme de la chair à médaille. Ce sont tous ces talents gaspillés, sacrifiés sur l'autel de la performance à tout prix. C'est sûr qu'il faut se dépasser pour exceller dans le sport. Il faut parfois repousser ses limites jusqu'à l'extrême. Mais il y a des gens qui ressortent brisés de ce qu'ils ont vécu dans le sport d'élite. Il me semble qu'on peut faire